Bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur, bienvenue dans Zoom Santé. Ce matin, nous jetons un regard sur le spina bifida, l'une des anomalies congénitales les plus fréquentes, une des malformations du tube neural les plus sévères, mais qui ne compromet pas la suivi de l'enfant. Dans l'actu santé ce matin, nous évoquerons des campagnes de santé gratuites au Cameroun et au Bénin, la grogne des travailleurs de santé au Kenya, la Zambie choisie par l'OMS comme locomotive contre le cancer pédiatrique. Et enfin, la chronique du docteur qui reviendra sur quelques aspects du paludisme. Voilà présenté l'ensemble, du moins le sommaire de ce programme, madame, monsieur. On y revient juste dans une poussière de secondes. Il nous reçoit depuis la ville de Yaoundé le docteur Ndayon. Il est chirurgien pédiatre en service à l'hôpital Baptiste de Bingo. Bienvenue, docteur Ndayon. Merci bien, madame Justine. Merci à vous. On espère que tout au long de ce programme, on apprendra davantage sur ce que c'est que le spina bifida avec vous. On rappelle également à nos téléspectateurs que vous êtes l'un des spécialistes des malformations congénitales. Sur le plateau, nous recevons Dame Ndassi Claire qui est parent d'un enfant atteint de spina bifida. Elle a fait le déplacement depuis la ville de Mbanga pour Douala quand elle a appris cette thématique. Madame Ndassi, bienvenue sur Zoom Santé. Bienvenue, ma chérie. Merci à vous. Merci beaucoup, ma chérie. Merci d'avoir répondu présent, d'avoir accepté notre invitation. À présent, on va prendre l'actu santé. Le ministre de la Santé du Cameroun, le docteur Manaouda Malachi, a procédé au lancement officiel ce week-end de la campagne de santé gratuite à Namda, dans la ville de Ngong, département de la Benue, région du Nord. Cette initiative vise à approcher des soins de santé des populations les plus vulnérables en leur offrant des services totalement gratuits. Bala nous en dit plus. Vivant dans la droite ligne de la vision humaniste du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, cette campagne répond au souci constant d'assurer une couverture sanitaire équitable et inclusive sur l'ensemble du territoire national. Elle fait suite à une première action pilote initiée par le docteur Manaouda Malachi dans son département d'origine, devenu depuis une source d'inspiration pour plusieurs responsables de santé et élites à travers le pays. Prenant la parole lors de la cérémonie, le maire de la commune de Ngong a exprimé sa reconnaissance pour les nombreuses infrastructures sanitaires réalisées sous la mandature du ministre Manaouda, tout en plaidant pour le renforcement du personnel de santé et la construction d'un bloc administratif ainsi que de nouveaux services au sein de l'hôpital de Diskri. Le chef de district de santé a quant à lui souligné l'importance de cette campagne pour l'amélioration des indicateurs sanitaires dans la localité, notamment à travers des soins curatifs, promotionnels et même chirurgicaux. Mademoiselle Joëlle Boukahaman, promotrice de la campagne, a tenu à rappeler que l'initiative est avant tout humanitaire, orientée vers les plus démunis en droite ligne, avec la volonté présidentielle d'apporter les solutions concrètes aux défis sanitaires des populations. Le docteur Manaouda Malachi a annoncé le déploiement imminent de 2 médecins supplémentaires en Ngong, répondant ainsi à l'une des doléances exprimées par les autorités locales. Il a également salué l'engagement exemplaire de Boukahaman ainsi que celui de l'équipe organisatrice en les félicitant d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État. Le ministre a enfin exprimé la reconnaissance du gouvernement aux partenariats techniques et financiers qui, par leur appui constant, permet de concrétiser cette vision sanitaire ambitieuse. Il a invité les populations à rester lucides au moment des choix décisifs afin que ces efforts se poursuivent durablement. À ce jour, la campagne a déjà permis de prendre en charge gratuitement plusieurs milliers de personnes, confirmant ainsi son impact immédiat et son utilité sociale incontestable. Le gouvernement béninois a lancé lundi 12 mai une campagne de consultation ambulatoire à travers le pays en vue de consulter les personnes présentant des plaies ou ulcérations des jambes. Plus de précisions dans ce récit. Le Bénin lance la riposte contre la lèpre et l'ulcère de Burouli. Jusqu'au 30 mai 2025 sera organisée dans les centres et les communes une campagne gratuite de consultation foraine de plaies
ou ulcération de la jambe. Selon le ministère béninois de la Santé, il est observé dans certains départements du pays des plaies chroniques à la jambe qui peuvent entraîner des complications, voire conduire à la mort en cas de recours tardif à une prise en charge rapide et adéquate. Cette campagne de consultation ambulatoire a pour cible des personnes ayant des plaies dont la cicatrisation n'a pas été effective après plus d'une semaine. À l'issue de ces consultations, les cas nécessitant une prise en charge spécialisée seront orientés vers le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Boroli ou le centre de traitement anti-lèpre le plus proche, a rassuré le ministre de la Santé. La Zambie, par contre, reste déterminée à renforcer les systèmes de santé, améliorer l'accès aux médicaments essentiels et donner la priorité au traitement du cancer infantile au niveau national, continental et mondial. En effet, le pays a été désigné par l'Organisation mondiale de la santé comme tête de proue de l'initiative mondiale contre le cancer de l'enfant sur le continent africain parmi 6 autres pays dans le monde. Elundu, pour plus de précision. La Zambie a été désignée par l'Organisation mondiale de la santé comme tête de proue de l'initiative mondiale contre le cancer de l'enfant. Elle devient ainsi le seul pays africain parmi 6 autres à bénéficier d'une plateforme mondiale fournissant des médicaments contre le cancer pédiatrique. C'était lors de l'inauguration d'un entrepôt pharmaceutique agrandi à l'hôpital des maladies cancéreuses de Lusaka. Le ministre zambien de la Santé, Elia Mushima, a annoncé la désignation de son pays comme phare de l'initiative mondiale contre le cancer pédiatrique par cette nouvelle installation dotée d'une capacité de stockage 10 fois supérieure à l'ancienne, assurera un stockage sécurisé et efficace des médicaments anticancéreux vitaux pour une période allant jusqu'à 3 mois. La structure pilote en question n'est autre que l'hôpital de recherche pour enfants Saint-Jude en partenariat avec l'OMS, l'UNICEF et l'OPS qui vise à améliorer l'accès au traitement pour les enfants atteints de cancer dans les pays à faibles ressources. Mushima a souligné que ce partenariat renforce l'engagement de la Zambie à garantir qu'aucun enfant ne meurt faute de traitement anticancéreux essentiel. Dans ce cadre, la plateforme mondiale s'est engagée à fournir plus de 5 millions de dollars de médicaments à la Zambie au cours des 5 prochaines années, dans le cadre d'un investissement global de 200 millions de dollars destiné à soutenir le traitement du cancer infantile dans 50 pays du continent africain. Il est à noter que cette initiative mondiale contre le cancer infantile a été lancée en 2018 par l'OMS avec pour objectif d'améliorer les taux de survie des enfants atteints de cancer dans le monde entier. L'ambition de l'initiative est d'atteindre un taux de survie de 60% d'ici 2030, tout en réduisant les souffrances et en améliorant la qualité des soins. Ce nouveau chapitre intervient alors que les États-Unis ont récemment suspendu 50 millions de dollars de financement annuel pour la santé en Zambie suite à des allégations de détournement de médicaments destinés à la distribution publique. En effet, l'ambassadeur des États-Unis en Zambie, Michael Gonzalez, a annoncé la semaine dernière que des fournitures médicales, y compris des antirétroviraux destinés au traitement du VIH, ont été volées depuis 2021. Toutefois, il est évident que la Zambie reste déterminée à renforcer les systèmes de santé, améliorer l'accès aux médicaments essentiels et donner la priorité au traitement du cancer infantile au niveau national, continental et mondial. Et pour clôturer cette page de l'Actu Santé, parlons de la grogne des travailleurs de santé au Kenya. Il faut le rappeler, ces travailleurs ont pris d'assaut les rues de Nairobi pour témoigner leur courroux quant aux promesses de l'État non tenues. Ils dénoncent des conditions de travail désagréables, également des salaires non payés, mais aussi des primes de recherche non payées. Suivons plutôt ce récit. Ambiance inédite dans les rues de Nairobi ce 12 mai 2025. Des centaines de professionnels de la santé se sont réunis pour exiger la fin des traitements injustes après des promesses gouvernementales non tenues, notamment les retards d'embauche, les salaires impayés, entre autres. Sifflets, vuvuzela à la bouche, banderole à main, ils ont, dans une ambiance bon enfant, battu le pavé du comté de Nairobi jusqu'au service du ministère de la Santé pour se faire entendre.
Nous manifestons aujourd'hui pacifiquement parce que depuis quelques mois, nous sommes dans la rue pour manifester à cause de ce que nous qualifions de traitement injuste de la part du ministère de la Santé. Nous sommes sous contrat depuis 2019 dans le cadre du programme de couverture sanitaire universelle CSU, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas été confirmés pour des mandats permanents et ouvrant droit à pension. Notre gratitude n'a pas été payée au cours des 5 dernières années et c'est ce que nous exigeons maintenant. Nous sommes ici pour dire que nous ne retournerons pas au travail tant qu'ils ne nous auront pas accordé des conditions permanentes et ouvrant droit à des pensions ainsi que notre gratification de services. Nous avons combattu la Covid et maintenant, il est grand temps que le gouvernement se batte pour nous. Ces soldats de la santé qui avaient déjà organisé une manifestation similaire en mars dernier affirment que les promesses de résoudre le grief dans un délai de 3 semaines faites par le gouvernement en avril n'ont jamais été tenues, ce qui explique cette nouvelle vague de manifestations. Dans le même temps, le gouvernement national a annoncé qu'à partir du 1er juillet, le paiement des travailleurs de l'assurance maladie universelle sera transféré aux autorités régionales. Une décision qui, selon les personnels de santé, pourrait aggraver leur situation déjà précaire. Depuis 2019, le personnel médical du Kenya a exprimé sa frustration face à l'embauche bloquée, aux salaires manquants et aux conditions de travail difficiles. Bien que le gouvernement se soit engagé à plusieurs reprises à résoudre ces problèmes, la plupart des promesses n'ont pas été tenues, alimentant les manifestations et les troubles qui se poursuivent. Cela démontrerait toute la difficulté qu'a le président William Ruto à respecter toutes les promesses faites à la jeunesse lors de sa prise de fonction il y a pratiquement 2 ans. Retour sur ce plateau, vous suivez votre magazine Zoom Santé. Votre magazine dédié aux questions de santé et de bien-être tous les samedis de 11h à 12h sur For You Media Africa. Et ce matin, nous parlons du spina bifida. Nous allons nous appesantir sur les causes et les conséquences, mais bien sûr, la prise en charge. Docteur Ndayon, est-ce que vous nous recevez? Qu'appelle-t-on spina bifida? Oui, allô, vous me recevez? Moi, je vous reçois très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par spina bifida? Déjà, je tenais à vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez d'éduquer nos populations concernant la pathologie qu'on appelle spina bifida. En effet, le spina bifida ou dysgraphisme spinal est une anomalie congénitale de développement du système nerveux et du rachis. Donc, simplement, c'est comme ça qu'on peut essayer de définir le spina bifida. Donc, c'est une anomalie de fermeture du tube neural ou alors une anomalie congénitale de développement du système nerveux et du rachis. Ce qui va se passer, c'est que la moelle épinière et les méninges qui englobent la moelle épinière vont faire protrusion au travers d'un défect osseux. Et en ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle un myéloméningocèle ou spina bifida, qui fait partie du grand groupe des dysgraphismes spinaux. Et je pense que vous allez me donner l'occasion, on en distingue 2 grands groupes. Il y a les dysgraphismes spinaux ouverts et ceux qui sont fermés. Et le sujet de ce jour va parler du dysgraphisme ouvert le plus fréquent, notamment le spina bifida. D'autres vont l'appeler encore myéloméningocèle. Dans le terme myéloméningocèle, on voit qu'il y a myélo pour la moelle et méninge. Il y a méninge aussi qui vient dans la deuxième partie du mot. Donc c'est encore ça le spina bifida en d'autres termes. Merci, docteur. Et cette pathologie, pour compléter, oui. Juste si vous me le permettez, pour compléter, oui. Elle peut avoir des conséquences neurologiques vraiment gravissimes, dépendant d'un patient à l'autre. Chaque patient va avoir son degré de gravité en fonction de la localisation déjà de la malformation en elle-même sur le rachis. D'accord, merci de faire déjà le sommaire. On y reviendra en profondeur tout au long de cette émission. Maintenant, on veut savoir, est-ce qu'à votre niveau, vous avez comme ça quelques chiffres de la maladie, une sorte de prévalence? Oui, on peut considérer, en termes, ce qui a lieu de préciser ici, c'est que plus le temps passe, plus la prévalence de la maladie est normalement en baisse. Pourquoi elle est normalement en baisse? Parce qu'on a déjà pu identifier certains facteurs de risque importants qui jouent un grand rôle dans la survie de cette maladie. Et c'est aussi important de préciser que la cause majeure
n'est pas identifié, mais on a des facteurs de risque qui sont identifiés. Et en agissant de ces facteurs de risque-là, on diminue la prévalence. Je crois que les chiffres les plus récents en Afrique centrale parlent d'un taux de 0,95 à 1 pour 1000 naissances. Ça veut dire que sur 1000 enfants qui vont naître, on pourra avoir entre 0,85 à 1 enfant qui vont avoir cette malformation-là. Ces chiffres qui étaient beaucoup plus fréquents avant et qui peuvent encore plus... cet incident peut être amélioré avec certains éléments qu'on va voir dans la suite de la présentation, notamment si on a une planification familiale qui est sérieuse, qui est améliorée, on pourra avoir vraiment... On peut arriver à des chiffres très minimes de spina bifida. D'accord, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il est difficile de reconnaître les causes principales de cette malformation congénitale, mais néanmoins, il existe des facteurs de risque. C'est le lieu ici de nous dire quels sont ces facteurs de risque à l'origine de cette malformation. Déjà, merci pour cette question. Oui. Le facteur primordial qu'on va citer ici est notamment une carence en folate ou alors en acide folique, l'acide folique qui est la vitamine B9. Généralement, cet acide folique doit être, les femmes qui désirent concevoir doivent avoir une supplémentation en acide folique, pas au moment où elles savent qu'elles sont enceintes, mais au concret, 2 mois au moins avant la conception et pendant tout le premier trimestre. Pourquoi c'est ainsi? Parce que cette malformation-là, c'est une malformation qui survient très tôt dans la vie embryonnaire et également vers la fin de la vie fœtale. Donc, normalement, quand nos mamans, nos sœurs vont à l'hôpital pour leur consultation prénatale et qu'elles vont faire les consultations prénatales au 2e trimestre, on va dire que c'est un peu tard. Si jamais la malformation devrait avoir lieu, la malformation serait déjà là, pas moyen de la prévenir. Il y a d'autres facteurs de risque également. Docteur, vous me permettez... Allô? Oui. Allô, docteur? Oui, allô, vous allô? Me permettez, avant qu'on ne continue avec ces facteurs de risque, quand vous parlez de prendre de l'acide folique avant de concevoir, si, au risque de me tromper, où est-ce qu'on retrouve cet acide folique-là? Est-ce que la femme qui s'apprête à concevoir connaît l'endroit ou alors je ne sais pas trop si ça se trouve dans des médicaments ou alors ce sont des médicaments en vente? Ok, d'accord. C'est justement par rapport à ça que je parlais de planification familiale. Oui. Dès lors qu'on aura une bonne planification familiale, ça voudra dire que la dame, le foyer, voudra avoir un enfant. Elles vont se diriger vers les services compétents, vers les services de maternité compétents pour exprimer leur désir de concevoir. Dès lors que ce sera fait, les spécialistes rencontrés sur place vont leur prescrire l'acide folique qui se retrouve sur le marché. Déjà, l'acide folique se retrouve sur le marché et aussi sur certains aliments. Donc la question est de savoir maintenant, vu que nous on a ce problème-là de planification familiale ou de planification familiale qui n'est pas encore au top des tops, est-ce que là il faudrait donc favoriser des politiques qui vont faire en sorte que l'acide folique se retrouve dans l'alimentation? Et après, même si c'est fait, il y a encore la question du niveau de cuisson. Donc là, la manière simple pour l'instant, c'est que l'acide folique se vend en pharmacie. Ça se vend en pharmacie. L'acide folique, qui est la vitamine B9, se vend en pharmacie. Donc, je causais une fois avec un collègue qui avait suggéré l'idée que, mais normalement, pour éviter cette malformation qui est quand même gravissime, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement conseiller à toutes les femmes, dès lors qu'elles sont en âge de procréer, même si elles ne veulent pas encore avoir l'enfant et qu'elles sont en âge de procréer, est-ce qu'il ne serait pas mieux aussi de les encourager à consommer de l'acide folique abusivement? Mais je pense que cette politique, cette thématique-là n'est pas très faisable vu les régions scientifiques, mais c'est quand même une idée à développer et à mieux voir. L'acide folique se retrouve en pharmacie, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un truc qui est rare, et aussi dans certains aliments. Les nutritionnistes en savent beaucoup mieux également. Mais avant de poursuivre notamment avec ces facteurs de risque-là, c'est vrai que l'hypothèse de votre ami selon laquelle il faut prendre de l'acide folique, du moins cette politique qui voudrait que des jeunes filles en âge de procréer puissent consommer de l'acide folique, est-ce que ce ne sera pas plutôt, on n'aurait pas plutôt un effet boomerang? Effectivement, c'est vrai, ça c'est une possibilité. Vous savez, tant qu'une étude n'est pas clairement faite dessus, on ne pourrait pas
en conclure. Mais aussi, quelqu'un pourrait aussi voir la chose d'un autre œil. Ce serait un peu encourager des naissances non contrôlées. Parce que dès lors qu'on va essayer de faire des politiques, des publicités sur consommer l'acide folique dès que vous êtes en âge de procréer, ça pourra réveiller certaines idées dans la tête de certaines personnes, même si elles sont en âge de procréer, n'ont pas encore peut-être commencé à avoir des rapports sexuels, pourraient commencer à avoir des rapports sexuels seulement parce qu'on a évoqué l'idée de ne pas avoir de malformation à cause de la prise d'acide folique. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment des choses à bien réfléchir. Je crois qu'il faudrait que les scientifiques, qu'on s'asseye dessus, qu'on essaie de bien réfléchir. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que toute femme mariée devrait normalement consommer de l'acide folique. Parce qu'on sait que quand on est dans un foyer, il y a toujours le désir de conception qui est dans l'air, quoi. Donc, normalement, l'idée peut être transformée en ce qu'on va dire toute femme mariée qui est dans son foyer pourrait consommer de l'acide folique. Mais l'idéal, ce que la science recommande, c'est que la planification familiale étant optimale, on va arriver, le désir de conception étant là, la femme qui veut concevoir devra prendre normalement son acide folique 2 mois avant la conception et pendant toute la période du premier trimestre de la grossesse. Souffrez qu'on élargisse encore cette parenthèse, docteur. Dans les temps anciens, nos parents, forcément, n'avaient pas besoin de consommer, du moins, ces acides foliques. Et il était un peu difficile, voire même quasi impossible de retrouver ces cas de maladies, notamment ces malformations. Comment expliquer donc aujourd'hui, vu que la technologie est assez avancée, on a plus de connaissances, mais on se retrouve avec des cas de malformations encore plus grandissants? Comment expliquer cela? La chose la plus claire qui pourrait expliquer ça, c'est l'alimentation. Vous avez bien dit, aux temps anciens, nos grands-parents, aux arrière-grands-parents n'avaient pas toutes ces malformations qu'on trouve aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, les choses ont tellement changé que même l'alimentation qu'on consomme aujourd'hui, elle est de qualité douteuse. Parfois, plein de pesticides, plein de produits chimiques qui ont été utilisés dedans. Ça fait que même la qualité de l'alimentation est un problème. Je pense que c'est même la cause ultime. Parce que, comme je vous ai dit, l'acide folique se retrouve aussi dans l'alimentation. Aux temps anciens, nos parents consommaient du pur, du bio, de la nature, des aliments qui étaient riches en vitamines, en toutes sortes de vitamines. Or, de nos jours, avec la venue des produits chimiques, on se demande bien si nos aliments qu'on consomme encore aujourd'hui, les mêmes qu'on consommait avant, sont de même qualité. Mais je pense que non. Là, je crois que c'est clair que la science est d'accord dessus. Nos qualités d'aliments aujourd'hui ne sont plus pareilles qu'avant. Raison pour laquelle même la santé aujourd'hui est de plus en plus fragile. Après aussi, il y a aussi beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés dans l'alimentation quotidienne. Pas seulement les produits chimiques, mais plein d'autres choses. De nos jours, par exemple, vous allez voir au niveau de... S'il faut voir ceux qui font dans l'élevage de poulet. Aujourd'hui, le poulet que qu'on consomme, que nous consommons, parfois on se demande si le poulet a vu le jour. Ça veut dire, vous voyez un poulet, il est tellement costaud, mais costaud parce qu'il est plein de produits chimiques qui l'ont fait gonfler. C'est la même chose. C'est par corrélation, c'est ce qui se passe. C'est ce qui pourrait expliquer que de nos jours, on a plus en plus de malformations et plus en plus de pathologies, même tumorales, parce qu'il y a un problème déjà au niveau de l'alimentation. Ok. Vous allez donc poursuivre avec les différents autres facteurs de risque. On parlait là du manque d'acide folique. Là, c'est vrai qu'on s'est attardé sur le facteur majeur le plus identifié, le facteur sur lequel on peut facilement agir, oui, qui était le manque d'acide folique. Là, on va passer au second, qui est également aussi pas des moindres, parce qu'il y a certaines dames, certaines mamans qui ont des victimes, en fait, qui sont porteurs qui ont l'épilepsie. Notamment comme elles ont l'épilepsie et qu'elles sont anciennes, elles doivent prendre leur anti-épileptique. Et il y a certains médicaments anti-épileptiques qui ont été identifiés avec un fort rôle également dans la survenue des spina bifida. Je pense ici au valproate de sodium, qui est un grand élément impliqué dans la survenue des spina bifida. Donc ici, pour être plus simple, les anti-épileptiques en période de grossesse sont des facteurs favorisant la survenue de spina bifida. On a aussi un autre élément, notamment l'obésité maternelle, qui a été aussi identifié, mais pas comme les précédents, pas comme le manque d'acide folique, pas comme le valproate de sodium, et pas comme les anti-épileptiques. D'accord. Donc, on peut résumer ces facteurs-là comme étant les facteurs primordiaux. Après, il y a aussi les facteurs génétiques, oui, parce que des études ont aussi révélé que
le spina bifida est plus fréquent chez des enfants qui ont des trisomies 13 et des trisomies 18, par exemple. Vous voyez, il y a plusieurs facteurs. Mais à notre niveau ici local, au niveau du Cameroun, on n'a pas encore la présence des tests génétiques sur place. Mais en gros, il est important de savoir que les patients ayant des trisomies 13 et 18 sont plus à risque de faire des spina bifida. D'accord. Donc voilà, de manière ramassée, les facteurs primordiaux de cette maladie. À présent, nous allons donner la parole à Dame Claire qui a fait le déplacement pour nous. Ensemble, du moins, elle va essayer de partager son expérience en tant que maman d'enfants souffrant de spina bifida avec tous nos téléspectateurs. Dame Claire, est-ce que ça va? Ça va. Donc, vous nous dites qu'aujourd'hui, vous avez un enfant, du moins un petit-fils qui est malade, qui souffre de cette maladie. Il a déjà quel âge au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 14 ans. 14 ans. Oui. Dieu fait grâce. Et vous pouvez un peu nous dire comment est-ce que la maladie a commencé? C'était à quel moment plus précisément? Merci Justine de m'avoir donné cette occasion aujourd'hui pour m'exprimer dans votre chaîne de télévision. For You Media. Et For You Media. Oui. Et c'est difficile, mais je vais essayer. Oui. Alors, je vais la petite histoire. Ma première fille, elle est à l'université. Oui. Bon, j'étais directrice dans une école maternelle. Oui, on rappelle à nos téléspectateurs qu'à la base, vous êtes enseignante. Oui. Elle me dit, maman, je vais beaucoup fréquenter. Ce qui me fait mal, c'est que cette grossesse était vraiment désirée. Oui. Elle me dit, maman, je vais beaucoup fréquenter, mais je veux faire mon premier enfant, tu vas m'aider. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Elle a pris la grossesse, puis je connaissais le gars. Oui. Le gars avait même prévu l'épouser. Oui. J'ai accepté, l'enfant a pris la grossesse. Elle était donc chez ma grande sœur à Douala. Oui. Et durant toute la grossesse, l'enfant ne m'a pas signalé que maman, il y avait telle ou telle chose, ni ma grande sœur. Oui. Du moins, on n'avait pas remarqué qu'il y avait... Ma grande sœur étant même une infirmière, moi, il savait que l'enfant était dans de bonnes mains. Alors, le jour où l'enfant accouche, un beau matin à 5 h, ma grande sœur me dit, Claire, l'enfant a accouché, mais il y a un problème. Marche vite. Je n'ai même pas cherché à savoir ce qui n'allait pas. J'ai dit, bon, j'arrive. Et comme directrice de mon état, j'avais ramassé la scolarité. Il ne fallait même plus chercher ou prendre l'argent. J'ai dit, bon, tant pis pour ce qui va m'arriver dans le service. J'ai ramassé tout ce que j'avais. Oui, il y a un cas d'urgence, il faut qu'on gère d'abord cela. C'est ça que je trouve la grande sœur à l'hôpital. L'enfant a accouché. Elle me dit, il y a un problème. Je dis, présentez-moi le problème. On me dit, l'enfant est né avec un problème au dos. Au dos. Au dos. Ouais. Quand on me présente, je vois ici au niveau de la colonne vertébrale une bosse. Oui. Un peu comme une boule. Oui, comme une boule transparente. Tu voyais les fibres à l'intérieur. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que c'est? L'enfant pleurait. On me dit, on vous transfère chez un neuropédiatre. Oui. C'est comme ça que nous partons, nous allons chez le neuropédiatre, là où mon feu petit frère fréquentait, travaillait. Il nous dit, ce n'est pas mon niveau, mais je vais vous indiquer un neurochirurgien. Bon, il avait sa clinique ici à Bépanda, quelque part, je ne sais pas, Grand Moulin, quelque chose comme ça. Oui, d'accord. Voilà. On arrive donc là, il nous fait un mot. On arrive donc là-bas, il regarde l'enfant, il nous dit, c'est un problème grave. J'étais avec mon feu petit frère. Avant de continuer, Dame Claire, est-ce que votre fille avait respecté correctement ses consultations? Elle faisait bien ses consultations, elle allait aux consultations sans problème, elle n'avait jamais manqué, tout était OK? Elle faisait ses consultations, puisque la grande sœur était là, elle veillait à ça. D'accord. Elle veillait à ça. Oui. Et puis quand nous sommes allés sur le neurochirurgien, il dit c'est un problème grave. Lui, il a dit, vous avez la chance, parce qu'il n'y avait pas de neurochirurgien au Cameroun. Nous sommes deux maintenant, un à Yaoundé et un, je suis à Douala. Oui, on veut savoir, c'était en quelle année comme ça? Dans les années... il a 14 ans aujourd'hui. Bon, 2000, peut-être 2003. 2003, 2004. Voilà. Oui. Voilà, 2004. Alors, quand le chirurgien consulte l'enfant, il nous dit que c'est grave. Vous allez... J'étais assis là, comme nous sommes assis, avec mon feu petit frère. Il nous donne donc, il dit, il faut intervenir le plus tôt possible. Une intervention urgente. Chirurgien, oui. Mon petit frère dit, oui, dites-nous ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il prend sa calculatrice
Pam, 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 pam. Il nous dit, c'est 1 million combien? Nous commençons à pleurer. Ma fille commence à pleurer. Je dis, tu vas aller dehors. Et c'est comme ça qu'il nous dit, chirurgien, on va intervenir. Oui. Mon petit frère a dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que nous avons lancé les cris de détresse partout, oui, dans les deux familles. D'accord. Voilà, on s'est débrouillé. On a eu un montant, premier montant. On a versé. Ils ont programmé l'opération. Oui. Il est allé rencontrer l'anesthésiste. C'est comme ça que 5 jours après, ils ont opéré l'enfant. Oui. Quand on a opéré l'enfant, quelques temps après, nous sommes sortis. Oui. Il nous a donné, il ne faisait que nous donner le rendez-vous. Oui. À chaque fois que je venais avec l'enfant, bon, après l'accouchement, je suis rentrée directement avec le bébé. Oui. L'enfant, j'ai dit, va continuer puisqu'elle était vraiment stressée, oui. Elle pleurait tout le temps. Oui, c'est pas évident, c'est une première grossesse. Elle pleurait, elle dit, bon, Dieu merci, je suis encore debout. Oui. Je prends l'enfant, je rentre sur le bas, il dit, continue tes études. C'est comme ça qu'elle a continué. Et je suis rentrée avec l'enfant. Oui. Et chaque fois quand il venait au rendez-vous, le docteur prenait le mètre. Il mesure la tête de l'enfant parce que ici, c'était vide. Oui, 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 oui. Comme je vous montre là, oui. C'était vide ici. Après, il me dit, je lui demande c'est quoi, docteur? Il me dit, si vous avez la chance, ça peut être la fontanelle. Je ne sais pas si vous voulez, ça va me calmer. Oui. Parce qu'il me dit, dans plusieurs cas, dans 10 cas, tu peux avoir 10%. Oui. Dans 10 cas, 4% pour avoir la chance que ça se referme. Oui. Je dis, Seigneur, si je pouvais être dans les 4%. C'est comme ça que je rentre avec l'enfant. Je commence dans le traitement de la fontanelle indigène, comme on a l'habitude de le faire. Oui. C'est comme ça que ça ne change pas. Prochain rendez-vous, je vois le docteur. Au fur et à mesure, il ne fait que prendre la circonférence du 6 mois après, il me dit, Madame Claire, Madame Dassy, j'ai vu la façon dont vous vous êtes battue pour la première intervention. Oui. Cette fois, si vous voulez avoir cet enfant en main, on va encore intervenir à la tête. Oui. C'est comme ça que je commence moi-même à pleurer. Je dis que Seigneur, la dernière fois, il a fallu qu'on a de gauche à droite pour avoir 1 million près. Parce que, au vrai, ce qu'il va faire maintenant. J'ai dit, oh Dieu, j'ai dit, docteur, à l'heure où je suis, je vais rester. Vous allez programmer l'opération. Même s'il faut qu'après, je balaye votre sol pour m'en sortir. Oui, oui, oui. C'est comme ça que je suis restée avec l'enfant. Ce qu'on a essayé de ramasser, on a programmé l'opération de l'enfant. Là, maintenant, c'est l'opération du cerveau. De la tête, oui. L'enfant, on a dit, à la veille, on me dit, à telle heure, ne donne plus rien à l'enfant. C'est comme ça que j'ai respecté. J'étais avec ma fille. C'était les heures de la nuit ou les heures du jour? C'était les heures de la nuit. Oui. À telle heure, ne donnez plus le lait, puisque quand je suis rentrée avec l'enfant, ne prenait pas le sein. Oui. C'est mes seins là que l'enfant a tiré. Oui. Et il y avait le lait. J'ai dit, va fréquenter. C'est comme ça qu'on a programmé l'opération de la tête. Oui. L'enfant est entré au bloc le matin. Je vous assure, c'était pas facile. Parce qu'à la sortie, au soir, que le docteur me dit que le stress que j'ai eu au bloc pour votre fils, je n'ai jamais eu de ma vie. Dès que votre fils, on met l'anesthésie, il se réveille. Je veux commencer, il se réveille. C'est comme ça qu'il rentre, il a l'enfant emballé dans un tissu blanc, il me remet. Je vois le cœur bas. Il dit que, il a encore envie. Je suis restée, nous sommes restés peut-être 2 semaines dans la clinique. Oui. Et puis l'enfant est revenu. Oui. Bon, je vous assure, même le docteur, même nous, c'était un miracle. Un véritable miracle. Un miracle. Donc après cette opération, d'abord de la colonne vertébrale, ensuite l'opération du cerveau, l'enfant a réussi quand même avec brio. Et le docteur nous dit, nous allons mettre, il y a un tuyau. Donc jusqu'à présent, l'enfant a un tuyau qui prend de l'eau du cerveau jusqu'à la vessie. Jusqu'à cet âge. Jusqu'à cet âge. Oui. Je lui ai demandé, docteur, le tuyau que vous mettez là, il va mourir entre temps ou bien il va atteindre quel âge? Il nous dit, soyez sans crainte. Oui. Le tuyau s'adapte à l'organisme et il grandit avec. Oui. Et justement, Justine, l'enfant est là, il a 14 ans aujourd'hui. Même comme il y a des problèmes que nous gérons, problèmes difficiles. Oui. Parce que je ne sais pas s'il faut que je continue. Oui, on va arriver à cette étape. On veut d'abord s'arrêter à ce niveau pour donner la parole au docteur. Docteur Ndayon, est-ce que vous nous suivez? Allô? Oui, docteur. Oui, je vous suis très bien. Vous venez d'écouter, tout comme moi, le récit de Dame Claire. On a relevé quelques éléments sur lesquels il faut qu'on s'attarde avant de poursuivre ce programme. Effectivement. D'accord, vous avez remarqué que
tout de suite à la naissance, on découvre que l'enfant a une boule au niveau de la colonne vertébrale, juste au-dessus de l'anus, là, si on peut le dire ainsi. D'abord, premier commentaire. Ok. Le commentaire, déjà, la précision. Je crois que c'est le moment de faire la précision avant de revenir sur le cas de la maman qui est parent d'un enfant vivant le spina bifida. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être je l'ai dit très rapidement, c'est qu'il y a deux types de spina bifida. Il y a les spina bifida occulta qui ne sont pas visibles à l'œil nu, comme ça là, c'est-à-dire là-bas il y a un revêtement cutané, et puis il y a les spina bifida aperta, le spina bifida dont il est question ici, avec la fameuse tuméfaction ou boule, comme la maman a utilisé pour utiliser son terme, au niveau de la colonne vertébrale ou alors le rachis. Maintenant, la question qui est là, quand est-ce qu'il faut suspecter un diagnostic de spina bifida? Il y a deux choses, comme je l'ai dit. Il y a les formes, il y a les dysgraphismes ouverts. Les dysgraphismes ouverts ou spina bifida sont généralement de diagnostic en anténatal. Avec une échographie anténatale, on peut retrouver la malformation. Ou alors, même si l'échographie, on a manqué ça, l'échographie en anténatal, pendant la naissance, on va retrouver, je crois que c'est ce qui est le cas de la maman ici là. Maintenant, pour les formes dont le revêtement cutané est intact, pour les spina bifida occulta, parfois le diagnostic peut être tardif, très tardif même, en période d'adolescence. Là, comment le diagnostic se fait maintenant? Il y a des suspicions diagnostiques qui se font sur la base. Incontinence visco-sphinctérienne, c'est un enfant qui ne retient pas les urines, qui a du mal, qui ne retient pas parfois les selles, ou alors qui a des malformations au niveau du pied, les pieds sont creux, et il y a d'autres choses, quoi. C'est les éléments indirects qui permettent de poser le diagnostic de spina bifida aperta. Revenons maintenant au cas de la maman. Dans le cas de la maman, la précision que j'aimerais faire ici, c'est que la plupart du temps, le spina bifida est associé à une malformation de la tête qu'on appelle hygrocéphalie. Vous voyez, je dis hygrocéphalie, c'est de l'eau dans la tête. Présent le terme, c'est un peu comme ça. Le lot là, c'est quoi, au fait? C'est le liquide céphalo-rachidien, en d'autres termes. Ce n'est pas l'eau du robinet, quoi. Il faut être un peu scientifique. Donc, c'est ça. Donc, généralement, avant d'opérer le spina bifida, dont la chirurgie s'appelle fermeture de plaque neurale au niveau du dos, on se rassure s'il n'y a pas une dilatation des ventricules latéraux au niveau de la tête en faisant une échographie transfontanellaire. Si c'est le cas, quand on fait l'échographie, maintenant, quand on va faire la chirurgie du dos, généralement, le plus tôt possible, il faut également faire la chirurgie de la tête. La chirurgie de la tête, c'est quoi? Ce n'est pas la chirurgie du cerveau. Ça consiste juste à mettre un grain qui va grainer le liquide céphalo-rachidien de la tête jusqu'au niveau du péritoine, le péritoine qui est dans le ventre. Et dans le ventre, le liquide sera dans le ventre, il sera résorbé par le péritoine. D'où la présence de ce tuyau dans le cerveau de l'enfant. Pas réellement dans le cerveau. Le cerveau, c'est trop dit. C'est pour ça que je précise. C'est dans la tête, on va dire ainsi, parce que le tuyau, elle est juste là pour grainer le liquide céphalo-rachidien. Et ce liquide lui-même qui est un élément qui protège un peu le cerveau. Parce que lui, il est là pour protéger le cerveau. Ce n'est pas dans le cerveau qu'on met le grain, mais c'est au niveau, il faut le dire, dans la boîte crânienne. Il faut dire ainsi. Pas dans le cerveau. Parce que le cerveau est dans la boîte crânienne. Et puis, le cerveau est protégé également par les méninges et aussi le liquide céphalo-rachidien. C'est que ce qui se passe, c'est que vu qu'on ferme, quand on fait la chirurgie au niveau du dos, on augmente encore la pression au niveau de la tête. C'est la raison pour laquelle, comme la maman l'a bien décrit, il faut constamment prendre le périmètre crânien. C'est pour ça qu'elle disait qu'on mesurait la tête. C'est le périmètre crânien qui doit être pris avant la chirurgie du spina bifida et également après la chirurgie. Parce qu'on a certains enfants également qui ont le spina bifida mais qui n'ont pas d'hypocéphalie. Et l'autre élément que j'aimerais préciser ici, c'est que généralement, comme je vous ai dit, c'est une malformation qui a des conséquences neurologiques parfois très graves, dépendant de l'enfant. Et c'est des enfants qui doivent être suivis à vie, j'ai envie de dire à vie et dans des groupes. Et c'est un suivi qui est multidisciplinaire. Il y a le neurochirurgien qui intervient, il y a le chirurgien pédiatre comme nous qui intervenons parce que nous on fait également de la neurochirurgie pédiatrique en termes de spina bifida. Il y a les gastro-entérologues, il y a aussi surtout les médecins physique et de réadaptation. Il y a une spécialité médicale qui s'appelle médecine physique et réadaptation. C'est ceux-là même qui vont suivre également l'enfant parce que la question que j'aimerais poser à la maman après, c'est de savoir si son ange marche, il a envie. Ça, c'est une très bonne chose. Mais la plupart du temps, s'il marche, parce qu'il y a des enfants avec spina bifida qui n'arrivent pas à marcher,
qui ont du mal à contrôler les selles, qui ont du mal à contrôler les urines. C'est la raison pour laquelle le suivi est multidisciplinaire et au long cours. C'est les précisions que j'aimerais apporter. Et j'aimerais aussi demander à la maman si elle peut nous clarifier s'il marche ou pas. Mais s'il ne marche pas, elle ne se dérange pas. C'est un enfant, elle ne doit pas abandonner le suivi de cet enfant-là, même comme il a 14 ans. Je crois qu'elle peut même, il n'est jamais trop tard. L'enfant peut être suivi pour différents autres aspects. Là, ce n'est plus le spina bifida, là, ce n'est plus la boule au niveau du dos, là, ce n'est plus l'hygrocéphalie, mais là, maintenant, c'est les complications neurologiques qui se sont installées bien lors du développement de la maladie qui est le spina bifida. Oui, docteur, vous disiez tantôt que on a évoqué le fait de la boule au niveau de la colonne vertébrale. On a évoqué le fait que la plupart des cas de spina bifida s'accompagnent de ce trouble qu'on appelle hydrocéphalie. Hydrocéphalie, autant pour moi. Mais on veut un peu comprendre pourquoi dans la plupart des cas, ça s'accompagne de l'hydrocéphalie. Comme je vous ai dit, la spina bifida, c'est une malformation congénitale du système nerveux et de la moelle épinière. Donc là, dans ce cas également, il y a cette malformation-là au niveau de la moelle épinière et des méninges qui est également liée. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas dans tous les cas de spina bifida qu'on a l'hygrocéphalie, mais dans la plupart des cas, c'est accompagné d'hygrocéphalie. Parce que là, il y a une malformation du système nerveux. Ça entre dans le cadre de la malformation du système nerveux. Le liquide céphalorachidien qui est normalement produit dans la tête par le plexus choroïde. Maintenant, l'étiologie peut être différente. Soit le liquide est produit en excès et n'est pas suffisamment résorbé, parce que tout le monde a le liquide céphalorachidien dans la tête. Mais lorsqu'il est produit, il y a un système naturel qui fait en sorte que le liquide qui est produit est aussi résorbé de manière équilibrée. Mais parfois, il y a des conditions où, il y a des situations où le liquide produit n'est pas résorbé en quantité suffisante. Et c'est le cas dans le spina bifida. Mais la cause ici, c'est aussi lié à une malformation nerveuse primaire. Donc, vous disiez tantôt que lors de la prise, vous avez posé le diagnostic. Comment est-ce qu'on fait pour détecter les cas de spina bifida? Maintenant, dans la prise en charge, j'ai relevé également un aspect assez important où la maman faisait comprendre qu'il y avait des heures de restriction, où il ne fallait pas donner le tété, il ne fallait pas donner à manger à l'enfant. Qu'est-ce que ça peut signifier? Bon, ce qu'elle dit, il n'y a pas, je crois que... Il n'y a pas de lien entre le spina bifida et le fait de ne pas alimenter l'enfant, mais ce que je pense, peut-être dans la période préopératoire, oui, c'est-à-dire le jour avant l'opération, on a dû demander à la famille de garder l'enfant à jeun, de ne pas lui donner à téter. Mais une fois que l'enfant est opéré, il doit téter normalement, ou bien lorsque la chirurgie est programmée, si c'est programmé à long cours, normalement, c'est quelque chose qui doit se faire le plus tôt possible pour éviter que, effectivement, là, le liquide là, qui est produit en excès ne comprime le cerveau. Et c'est en ce moment qu'il peut avoir aussi les troubles cognitifs. Parce que c'est une urgence. L'hygrocéphalie en faisant de spina bifida est également une urgence. Et l'enfant doit nécessiter absolument un grainage le plus tôt possible. Un grainage ventriculo-péritonéal le plus tôt possible. Et ce grain, pour précision, le grain est mis au niveau des ventricules, au niveau des ventricules latéraux, et c'est ça qui va grainer dans le liquide pour l'amener au niveau du péritoine. Donc, ceci dit, ce drain, l'enfant le portera à vie, la personne malade le portera à vie? Effectivement, la personne malade le portera à vie, comme le cas présent de la maman sur le plateau, qui vous dit que son enfant vit avec son grain. Mais il y a certaines complications qui peuvent survenir. Parfois, le grain peut avoir un problème de fonctionnement. Le grain peut ne pas fonctionner en interne. Là, parfois, et on voit que la tête de l'enfant recommence à prendre du volume. Là, parfois, on peut être amené à replacer un grain, à reviser le grain ou à replacer même un autre grain. Ou alors, le grain, parfois, peut se déchirer, il peut s'extérioriser. Il y a eu des cas, il y a plusieurs cas de grains extériorisés. On trouve le grain carrément qui passe là, juste derrière l'oreille, qui est visible à jour frisant. Donc, c'est des cas qui peuvent arriver. Et Madame Justine, avec votre permission, je voudrais profiter pour juste encourager cette maman qui a dépensé suffisamment d'argent, qui a eu des moments très difficiles, parce qu'il faut préciser que le spina bifida, c'est une pathologie qui entraîne également une difficulté d'insertion socio-professionnelle. Vous allez voir le cas présent des enfants qui ont le spina bifida, qui n'arrivent pas à marcher. Vous voyez que là, au niveau de l'insertion sociale, c'est un peu difficile. Parfois, d'autres ont des incontinences urinaires ou fécales. C'est vraiment très difficile. C'est pour ça que je pense que l'accent doit être mis sur la prévention, qui est pour moi le meilleur traitement. La prévention
par l'acide folique, la prévention par tous les moyens que nous connaissons. Une maman qui est épileptique, qui est enceinte, doit voir avec son neurologue le moyen d'éviter de prendre les antiépileptiques ou alors de prendre les antiépileptiques qui n'ont pas d'effet liés à la survenue de spina bifida. Et la bonne nouvelle également que j'aimerais profiter de ce plateau pour dire, c'est que avec les spina bifida de nos jours, au Cameroun, la prise en charge est optimale. On peut dire que la prise en charge est optimale concernant le spina bifida. Il n'y a plus de raison à ce que, comme la maman dit qu'il y avait peut-être 14 ans, il y avait juste 2 personnes capables de prendre les spina bifida, mais que non. De nos jours, la prise en charge se fait dans tous les hôpitaux. Bingo annexe, la prise en charge de spina bifida se fait et à des coûts abordables. Et également dans d'autres hôpitaux au Cameroun que je ne connais pas, mais je sais que de nos jours, et nous faisons partie de ceux qui ont une prise en charge optimale en termes de coûts. Parce que nous, on suit les malades pendant toute leur période de la jeunesse. Parce que c'est les enfants que quand on opère, après ils doivent revenir nous voir, nous en tant que chirurgiens pédiatres. Pour ceux qui vont avoir des problèmes à uriner, il faut leur manager sur ce plan-là. Il faut encore parfois faire d'autres chirurgies pour les problèmes d'incontinence urinaire et même pour les problèmes d'incontinence fécale. Donc, c'était juste pour dire à la maman que normalement, de nos jours, ces coûts de 1 million là ne devraient plus, en tout cas dans nos hôpitaux, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Les coûts sont légèrement beaucoup moins que ça. D'accord. Et il faut quand même noter qu'à l'époque, il n'y avait que peut-être 2 neurochirurgiens dans tout le Cameroun. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, avec le temps, il y a eu plus de spécialistes et les choses sont allées un peu à la baisse. Mais docteur, on veut comprendre... Et la précision aussi. La précision, c'est juste que les chirurgiens pédiatres aussi gèrent la pathologie. Donc, moi, je suis un chirurgien pédiatre. Avant-hier, j'ai opéré un nouveau-né de 2 semaines de vie avec 3 kilos de spina bifida, qui va très bien aujourd'hui. Juste pour préciser que de plus en plus, les chirurgiens pédiatres sont là. Et les neurochirurgiens également sont là pour la prise en charge de cette pathologie-là, qui est quand même une pathologie neurochirurgicale. C'est bien compris, docteur. Maintenant, dans le cas de la dame, on se rend compte que la prise en charge a été vraiment précoce. Et l'enfant, fort heureusement, vit aujourd'hui et on peut dire se porte bien. Mais pour des cas qui n'ont pas été pris précocement, qu'est-ce qui peut arriver comme complication? Comme complication, ce qui peut arriver dans ces cas, pour les cas d'enfants atteints de spina bifida, diagnostic tardif, surtout associé à l'hygrocéphalie, ce qui se passe, c'est qu'on les voit à l'hôpital. On voit souvent des enfants, un peu comme dans les médias, là, avec des volumineuses boîtes crâniennes, avec des têtes qui sont volumineuses. C'est l'hygrocéphalie. Pourquoi c'est comme ça? Ce qui se passe, c'est que le liquide, là, au fait, va finalement comprimer tout le parenchyme cérébral. Et l'enfant aura des troubles cognitifs assez importants. Parce que l'urgence dans l'hygrocéphalie, dans le spina bifida associé à l'hygrocéphalie, c'est d'opérer le dos et aussi de faire un grainage. Pourquoi faire un grainage? On fait le grainage effectivement pour éviter cette compression du parenchyme cérébral là, qui pourra avoir des conséquences graves sur le plan cognitif et même intellectuel, sur le plan cognitif et intellectuel. D'accord. Avant de redonner la parole à Dame Claire, on prend la question d'un téléspectateur qui nous demande, docteur, et si une femme enceinte est positive aux examens toxo et rubéole, l'enfant peut-il également souffrir de cette maladie? Non, c'est 2 choses différentes au fait. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais c'est 2 choses différentes. Les tests peuvent être faits avant la naissance de l'enfant pour savoir s'il y a la présence de spina bifida. L'échographie, comme je vous l'ai dit, peut savoir en anténatal s'il y a le spina bifida, mais également il y a un test, le dosage de l'alpha-photoprotéine. C'est ce marqueur-là. S'il y a un taux très élevé d'alpha-photoprotéine, 3 à 4 fois élevé par rapport à la normale, là il y a une forte suspicion de présence de spina bifida. Mais le fait que les toxoplasmoses positifs, toxoplasmose positive n'a rien à voir avec le spina bifida. D'accord. Dame Claire, vous avez bien écouté le docteur qui a apporté certains éclaircies. Aujourd'hui, l'enfant a été opéré, fort heureusement, de son spina bifida. Et également, on a évité qu'il puisse attraper l'hydrocéphalie. Mais maintenant, on veut donc savoir le quotidien en tant que maman. Comment ça se passe? On sait que ce n'est pas évident. Le docteur parlait d'incontinence urinaire. Est-ce que c'est le cas pour votre enfant? Est-ce qu'aujourd'hui, il continue toujours à mettre les couches comme d'autres personnes? Comment se passe le quotidien? Mais surtout, au niveau de ce suivi-là, vous, en tant que maman, pour ne pas exagérer, on peut chiffrer à combien ces dépenses par mois? Parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Oui, Justine, le quotidien n'est pas facile. Cet enfant
il a l'incontinence, il souffre de l'incontinence, comme le docteur vient de dire. Oui. Imagine un enfant de 14 ans avec l'incontinence. Et je peux te dire, toutes les semaines, il faut au moins 3 paquets de couches. Et un paquet coûte au moins 8 à 10 000. Couches pour adultes. Couches pour adultes. Et je dis merci à Dieu parce que je viens d'écouter le docteur. Il me dit, il y a des cas où je ne peux pas dire que j'ai trop fait pour que c'est le Seigneur. Oui. Parce qu'on m'avait toujours dit, le docteur nous avait dit, il faut faire attention pour que moi j'appelle Tio, pour qu'on me comprenne bien. Oui. Pour que ce Tio ne puisse pas sortir. Il faut éviter certaines choses. Ne pas laisser chauffer l'enfant longtemps. Ne pas le laisser tousser longtemps. Oui. Et Dieu merci, de temps en temps, quand il était encore bébé, il était trop exposé à la toux, il chauffait et je faisais ce combat pour que ça ne prenne pas de l'ampleur, voilà. Que ça puisse s'arrêter le plus rapidement possible. Et Dieu merci, à un moment donné, cette toux est partie. Et jusqu'à présent, quand il dit « Maman, j'ai mal à la tête », j'essaie de donner parce qu'il crie le mot de tête de temps en temps, et aussi les douleurs abdominales. Alors, le quotidien n'est pas facile, Justine. Il faut surveiller l'enfant. Tous les matins, il faut voir s'il a bien dormi. Comment vérifier ses couches. Oui. Si il a fait ses besoins. Il a fait ses besoins, ou bien les urines étaient comment cette nuit. Et il faut surveiller tout le temps pour qu'il n'ait pas de scar. Parce que s'il est mal entretenu, les blessures, comme vous avez vu tout à l'heure, voilà, tu t'amuses. Il faut contrôler l'enfant à toute heure. Et l'hygiène corporelle, sa chambre, son lit, il faut changer son drap. Que 2 jours, je lave son drap et je ne mets pas n'importe quel drap. Il faut mettre le drap blanc en coton. De telle sorte que s'il y a un problème, directement, ça se présente. Donc, il faut éviter que l'enfant soit stressé. Il faut éviter il faut toujours être avec lui. Ben, mon père, puisqu'elle porte le nom de mon père. Mon père, c'est comment? Mon père, c'est comment? Ça va? Détendre l'atmosphère. Oui, c'est comment? Ça va, maman, ça va. Il n'y a pas de problème. Tu as faim? Et je fais telle sorte que quand il a faim, si je ne suis même pas là, il cherche sa nourriture. Ou bien avant de sortir, je dépose sa nourriture. Il ne doit pas avoir faim. Parce que quand il a faim, ça le gêne beaucoup. Et il a aussi avoir ses distractions. Il y a son ordinateur, il y a sa télé, il y a son téléphone, à tout faire pour avoir qu'il ait aussi un téléphone. Oui. C'est quand on coupe la lumière, comme Enéo nous rend la vie difficile aussi. Toi-même, tu es malade. Il se gêne, puisqu'il ne peut pas aussi aller dehors comme tous ses amis. Il ne peut pas aller dehors jouer comme tout le monde. Tu vois comment l'enfant s'ennuie, il entre dans les chambres, ce n'est pas facile. Et quand je vois, sans te mentir, si je dis que par moment, les mamans qui ont ces âges d'enfants, que de temps en temps, les larmes ne coulent pas, parce que j'ai souvent demandé, Dieu, qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter ça? Il est scolarisé? Oui, il fait 6e. Il fait 6e aujourd'hui. Je crois que si Dieu... Bon, par moment... Et quand il est à l'école, il a les malaises, on le fait rentrer, il est sur une chaise roulante. Il ne marche pas. Mais il est sur une chaise roulante. Et il a ses camarades qui nous aident. Alors, même si certains enfants poussent, les mamans viennent se plaindre que qui t'a dit de faire que mon enfant pousse. J'ai dit que maman, pardon, excuse-moi. C'est ton enfant qui a voulu pousser. Je n'ai pas moi obligé un enfant de pousser. Et il a toujours ceux qui sont fiers, ceux qui sont fiers de le pousser. Donc quand il se sent même mal à l'aise, il y a son ami aussi dans l'autre 6e, on va le chercher, il nous l'amène. Et c'est comme ça. Le quotidien. Ce quotidien n'est pas facile. Est-ce qu'ils ont des restrictions sur le plan culinaire? Est-ce qu'il y a des nourritures qu'ils ne doivent pas consommer? Ils ont un régime? Bon, on ne m'a pas donné un régime. Mais lui, il a sa part qu'il aime. Et c'est ça que j'aime faire. Oui, il a des repas qu'il refuse catégoriquement. Et si je fais même ça, je dois faire ce qu'il aime. Oui, c'est ça. Docteur Ndayon, vous avez écouté également le quotidien de Dame Claire. Comme toutes ces femmes qui ont des enfants qui souffrent de cette pathologie,
y compris même des personnes qui ont déjà des âges un peu avancés, parce que sur les photos d'illustration également, merci déjà à l'association Spina Bifida Cameroun, dont le siège est à Yaoundé, et qui, pour toute personne qui voudront bien contacter l'association, ils sont joignables au 237 673 15 13 87. C'est grâce à cette association que nous avons même cette dame sur ce plateau également. Toutes ces images que vous pouvez voir défiler sur l'écran, on a vu dans ces images des femmes, même des hommes déjà, qui sont matures et qui sont en chaise roulante. Docteur, on veut comprendre, est-ce que ces dames qui ont déjà atteint un âge majeur, est-ce qu'elles sont capables de s'autogérer? Est-ce qu'elles sont capables de vivre une vie de foyer pour celles qui sont des femmes? Est-ce qu'elles n'ont pas la maladie n'a pas peut-être inhibé leur fonction reproductrice? Ok, merci pour cette question. Déjà, la maladie n'a pas inhibé la fonction reproductrice. Déjà, avec les propos également de la maman sur le plateau, vous pouvez voir que la vie au quotidien est vraiment difficile avec les personnes souffrant de spina bifida. Maintenant, c'est la même chose pour les personnes vivant atteintes de spina bifida. Donc, les troubles neurologiques ne sont pas sévères, parce qu'il y a ceux qui ont le spina bifida, mais qui marchent, effectivement, qui n'ont pas de troubles, dont les troubles neurologiques ne sont pas sévères, mais qui marchent. La qualité de vie de ces personnes-là sera forcément un peu meilleure que ces personnes qui sont sur fauteuil roulant au quotidien, qui pour se déplacer ont toujours besoin de l'aide de X ou Y. Parce que nous savons, vous voyez, avec le développement, nous n'avons pas encore atteint le développement où sur nos routes, il y a des voies, il y a des passages prévus pour des personnes en fauteuil roulant. Pour tout ça, c'est vraiment difficile pour elles. C'est vraiment très difficile parce qu'il faut toujours avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Mais la seule chose que je sais, c'est que ces personnes, généralement, sont des personnes très fortes de caractère, qui sont vraiment très fortes pour pouvoir surmonter toutes ces difficultés-là au quotidien. Et l'élément que je voulais aussi ajouter, c'est que normalement, il y a une bonne chose qui est le Spina Bifida Cameroun, mais j'aimerais encourager toutes ces personnes-là à ne pas se limiter au fait que la chirurgie a été faite, mais de toujours consulter, parce que parfois, par exemple, pour l'incontinence urinaire de l'enfant, de la maman sur le plateau, quelque chose peut être fait pour lui. Il y a des chirurgies qu'on appelle microphanoff. Au fait, il y a des chirurgies qui peuvent faire en sorte que l'enfant va être moins propre sur le plan urinaire. On va l'adapter son appendice au niveau de son ombilic, on va connecter à sa vessie. Et en ce moment, lui-même, quand il va sentir tous les 4 ou 6 heures, ou bien quand il sent que sa vessie est pleine, il pourra juste se tourner aux toilettes. Si possible, il met le tuyau par son ombilic, il vide sa vessie. Au lieu de venir laisser toujours les couches qui ne sont pas changées fréquemment, qui vont entraîner des ulcérations au niveau des fesses. Et la maman l'a bien dit tout à l'heure, les escarres. Escarres, c'est pourquoi? Escarres, c'est juste des blessures qui surviennent au niveau des zones d'appui, au niveau des fesses, là, des zones d'appui au niveau des fesses, parce que le malade n'est pas capable de marcher. Il est constamment alité. Donc, pour prévenir ça, il faut qu'il soit constamment tourné. Et vraiment, je tire un coup de chapeau à toutes ces mamans-là, à tous ces mamans des personnes vivant avec le spina bifida, victimes de spina bifida. Et soyez fortes et ne restez pas seuls. Ensemble, de meilleures choses peuvent être faites, surtout si vous vous trouvez en communauté. Parce que là, je peux vous garantir qu'un enfant qui a un spina bifida, qui voit son ami victime de spina bifida également, ils peuvent s'entendre, ils vont mieux se comprendre, ils vont mieux fonctionner ensemble et ils seront moins stressés. La maman, là, je crois qu'elle a mieux compris la maladie parce qu'elle a dit qu'elle fait tout pour que l'enfant ne soit pas stressé. C'est déjà une très bonne chose. Donc, en résumé, pas de trouble de la fonction génitale, de la fonction reproductrice, pardon, chez ces personnes atteintes de spina bifida. C'est deux choses totalement différentes. Ces personnes peuvent procréer. Je crois que c'était ça le but de la question. Elles peuvent procréer, mais vous pouvez imaginer une femme enceinte qui est sur fauteuil roulant, qui a du mal à contrôler les urines, qui a du mal à contrôler les selles. Vous pouvez imaginer un peu ce que ça peut faire. C'est très difficile quand même. Merci, docteur. Et en résumé, est-ce que l'espérance de vie est réduite également? Pas réellement. Lorsque le malade est pris en charge à de bons moments, vous avez vu dans l'association, j'ai vu des photos des mamans, des papas qui vivent avec le spina bifida, normalement pas. Mais réellement, quand l'enfant est négligé dès le début, c'est-à-dire il y a hygrocéphalie négligée, compression du parenchyme cérébral, qui va presque laminer le parenchyme cérébral, forcément pour ces cas-là, lui, l'espérance de vie peut être réduite par rapport aux autres. Mais une spina bifida gérée normalement, comme tout ce qu'on a vu là,
il n'y a pas, l'espérance de vie n'est pas, mais c'est plutôt la qualité de vie. L'espérance de vie n'est pas moindre par rapport aux autres, mais la qualité de vie est vraiment altérée pour les patients vivant avec le spina bifida. Ok, docteur, pour sortir, quel conseil donnez-vous donc à ces jeunes filles ou alors ces jeunes personnes qui décident de s'engager sur le chemin de la procréation? C'est toujours le conseil de la journée déjà, c'est que je crois que le maximum de personnes, le maximum d'auditeurs est au courant de ce qu'on appelle spina bifida. Et le conseil majeur, le meilleur traitement dans ce cas précis, comme pour tous les autres cas en ce qui concerne la médecine, la prévention est la clé. C'est la clé de voûte, la prévention, c'est la clé. Maintenant, la prévention, comme on l'a dit, le facteur majeur le plus incriminé, c'est un déficit en acide folique. Pour toute cette femme qui désire concevoir, toujours prendre l'acide folique au moins 2 mois avant la conception et pendant tout le premier trimestre. Parce que ce n'est pas le fait de partir consulter au 2e trimestre de grossesse et qu'on vous donne l'acide folique que ça change quelque chose. La malformation, si elle devrait être là, est déjà là. C'est avant la conception et pendant tout le premier trimestre que la malformation se développe. Et c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Donc, le conseil majeur, c'est toujours prendre l'acide folique. Dès lors qu'il y a un retard, même s'il y a une suspicion, même si on ne sait pas qu'on est enceinte, qu'il y a un retard, derrière, mieux vaut prendre son acide folique parce que le prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est mieux de prendre l'acide folique même avant la conception. Merci docteur pour ces précisions. Merci pour ces recommandations, Dame Claire. Qu'est-ce que vous dites? Quel est le mot que vous lancez à tous ces mamans qui sont dans la même situation que vous? Quel est le message que vous pouvez les passer? Et le message que je voudrais passer à ces mamans, elles doivent être très fortes et accepter. Ils doivent accepter cette condition parce que le Seigneur qui nous a créés, il a accepté que ce soit ainsi. Et nous devons continuer à le prier, à le supplier de nous alléger la tâche et de nous donner la force, de nous donner la force pour entretenir ces enfants et leur donner une meilleure vie. Parce que le mien est en 6e. Dieu aidant, il pourra atteindre le 3e. On ne sait pas ce que ça... Bon, si en 3e, on constate qu'il ne peut pas continuer, on peut même lui chercher un truc niveau des écoles de formation, une école de formation, parce que, à ce qui concerne l'ordinateur, hein, oui. il est un génie. Oui. Ah, oui. Certains ont voulu même nous dire de les laisser et puis l'envoyer une fois dans formation de l'informatique. Nous, on a dit non, l'enfant doit fréquenter. Il faut qu'il ait quand même une base. Qu'il ait quand même une base, oui. Puisqu'il se défend. Même ses professeurs sont allés rencontrer son principal, ses enseignants, ils ont dit qu'il se bat. Et ce n'est que ces malaises de temps en temps qui fait qu'on vient le sortir de la salle de classe. Qui ne puisse pas donner le meilleur de lui-même. Voilà, il donne. Il se défend par rapport à ces enfants qui sont dans normaux. de bonnes conditions. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Dacier. Merci. Et ce que je voudrais dire à ces femmes encore, oui. elles doivent être propres. Je ne sais pas s'il faut dire propres. Oui, très, très propres. Très, très propres. L'hygiène. Ces enfants, il ne faut pas négliger l'enfant. Si tu négliges l'enfant, étant même à l'école, on saura, ses camarades sauront qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, le mien là. Si on ne te dit pas, tu ne sauras même pas qu'il est... J'en veux pour preuve, puisque j'en ai vu cet enfant. Oui. Il est d'ailleurs très beau, madame, monsieur, je puis le confirmer. Il est très bien entretenu, mais si on ne vous dit pas un seul instant qu'il est malade, vous ne pouvez pas croire. Et c'est ce courage qu'on a envie de saluer ici aujourd'hui. Cette abnégation, ce dévouement qu'on a envie de saluer sur cette dame. Peut-être que c'est sa fonction d'enseignante, puisqu'elle est pédagogue même dans la base, qui a fait en sorte qu'elle ait eu cette rigueur. Mais à toutes ces femmes qui nous regardent et qui sont dans cette condition, ne désespérez pas. Sachez qu'aujourd'hui, même si à l'époque, on considérait ces enfants comme des enfants sorciers, entre guillemets, la science a prouvé que ce sont des enfants normaux et que c'est une maladie qui existe et qu'il y a les moyens de prévenir cette maladie et qu'également notre façon de nous alimenter, notre façon de vivre, mais aussi ce que nous consommons peut prévenir pour beaucoup ces cas de malformation congénitale. Nous espérons avoir donné le meilleur pour vous entretenir sur ce qu'était le spina bifida pour aujourd'hui. Nous reviendrons très prochainement avec d'autres pathologies encore aussi plus importantes, toujours dans l'optique de vous édifier davantage. Merci de nous avoir regardés. Merci à la technique, merci aussi au docteur Ndayon, merci à l'association Spina Bifida Cameroun, merci à tous ceux qui nous ont regardés. À la semaine prochaine.